Pardonnez-moi, mais mon intervention va être peut-être un peu confuse, mais on n'avait pas vraiment décidé a priori de la façon de procéder. Moi, je voudrais dire une chose, c'est qu'on a eu beaucoup de chance au cours des années passées de connaître Benoît Mandelbrot parce que sa contribution a été tout à fait essentielle en mathématiques, mais aussi en physique, et que c'est finalement extrêmement rare d'avoir la chance de vivre un tel événement. Alors moi, je voudrais dire deux choses, si vous voulez bien. La première, c'est que la géométrie fractale est pour nous l'occasion de nous interroger sur la nature des mathématiques. On a malheureusement, en France en particulier, l'habitude de faire une distinction artificielle entre les mathématiques pures et les mathématiques appliquées. Cette distinction artificielle, elle laisse supposer que les mathématiques pures ne sont pas appliquées et que les mathématiques appliquées ne sont pas pures. Or, en fait, bien évidemment, il n'en est rien, il n'est qu'une seule sorte de mathématiques. Et la géométrie fractale va nous permettre peut-être d'illustrer un petit peu ce phénomène. Alors en fait, les mathématiques pures, ce sont des mathématiques qui trouvent en général l'origine de leur recherche dans des problèmes qui sont assez souvent abstraits et souvent incompréhensibles de la part du grand public. Je cite comme ça un exemple qui a vu sa résolution récemment, c'est le grand théorème de Fermat, donc il a fallu 300 ans pour le démontrer, théorème qui a priori ne sert strictement à rien au niveau du résultat qu'on supposait d'ailleurs exact, mais ce qui a été fondamental, si vous voulez, c'est la trajectoire qui a amené à la démonstration de ce théorème, l'établissement de ponts entre des domaines des mathématiques extrêmement disjoints jusqu'à une époque récente. Et puis en fait, un autre intérêt de cette aventure, ça a été que finalement certains des outils développés en cours de route ont trouvé concrètement des applications dans les années récentes, en particulier en domaine de la cryptographie. Alors en fait, je crois aujourd'hui, si vous voulez, que le mathématicien pur est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Le mathématicien pur fait quelquefois, pour ne pas dire bien souvent, de la physique sans le savoir. Je cite, si vous voulez bien, trois exemples. Le premier, c'est l'exemple de Bernard Riemann, ses variétés. Bon, s'il n'y avait pas eu les variétés riemanniennes, eh bien, peut-être que Albert Einstein, en 1915, n'aurait jamais publié la relativité générale. Le deuxième exemple, c'est évidemment Évariste Galois, au XIXe siècle, lorsqu'il a créé en quelque sorte la notion de groupe, eh bien, il n'avait pas en tête, bien évidemment, la mécanique quantique qui est apparue bien après. Et puis aujourd'hui, donc, c'est la géométrie fractale. Donc cette géométrie fractale, elle est apparue sans porter encore ce nom au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on pensait que continuité et différenciabilité, c'était des notions synonymes. Continuité, bon, je peux dessiner une courbe. Différenciabilité, je peux matérialiser la tangente en chaque point. Et malheureusement, au XIXe siècle, des gens comme Weierstrass, Cantor, Peano, etc., ont imaginé des courbes qui étaient continues, mais qui n'étaient pas différenciables. Et ça a été vraiment une révolution. D'ailleurs, Hermite, le grand mathématicien Hermite, considérait qu'il s'agissait là d'une peste lamentable. Et en fait, il a fallu Benoît Mandelbrot pour montrer que ces monstres mathématiques, continus mais non différenciables, avaient en fait une importance fondamentale et qu'ils allaient être certainement une des clés pour notre compréhension de la nature qui nous environne et dans laquelle nous sommes et dont nous sommes faits. Alors en fait, cette géométrie fractale, donc, elle a vu son intérêt. On a découvert et Benoît Mandelbrot, encore une fois, sa contribution a été fondamentale dans ce domaine, on a découvert que ces mathématiques qui étaient la peste, encore une fois, d'Hermite, eh bien, avaient une application concrète pour la compréhension de la nature. Alors en fait, juste comme ça, je vais vous montrer deux, trois petits exemples de choses que j'ai pu faire dans les années passées en géométrie fractale. Bon, j'ai effectivement fait un certain nombre de choses dans ce qu'on appelle la géométrie fractale déterministe, et ça, nous l'avons vu suffisamment dans le film, donc étude et surtout visualisation de l'ensemble de Mandelbrot et de l'ensemble de Julia, étude d'autres polynômes que les polynômes du second degré, puisque les exemples qui sont donnés dans le film sont des itérations de polynômes du second degré, donc Z2 plus quelque chose. En fait, on peut évidemment itérer n'importe quoi, sans que ça apporte d'ailleurs grand-chose, donc ce sont les exemples que l'on voit. Des choses qui ont été faites en généralisant un petit peu les travaux effectués dans le plan complexe, effectués cette fois-ci dans le corps des quaternions, donc à 4 dimensions. Et puis surtout, j'ai fait beaucoup de choses dans le domaine de la géométrie fractale dite non déterministe, qui a été aussi très bien illustrée dans le film. Donc, des outils qui permettent de modéliser, de décrire des phénomènes naturels comme les montagnes, comme les nuages, mais aussi leur dynamique. À titre d'exemple, pour faire un paysage comme celui que vous voyez ici, là que je pointe par la souris,
qui donc montre une montagne avec des nuages qui passent dans le ciel, eh bien, il suffit, dans le cas présent, de créer une structure fractale à 4 dimensions, puis ensuite de faire des sections le long d'un axe arbitraire qu'on appellera le temps, pour voir évoluer au cours du temps le nuage et éventuellement la forme des montagnes. Vous avez ici en particulier un exemple qui est assez significatif. Vous avez donc la Lune, surface de la Lune, avec ses cratères, ses mers, ses plaines, ses mers, etc. Mais évidemment, il s'agit d'une forme obtenue mathématiquement grâce à la géométrie fractale. Notez juste pour la petite histoire, ici un artefact qui n'a rien à voir avec la géométrie fractale, mais que j'ai dû introduire il y a quelques années. Il s'agit, et le pauvre Botticelli va se retourner dans sa tombe, d'un fragment du tableau Le Printemps de Botticelli, que j'ai dû introduire parce que les gens qui observaient cette image ne voulaient pas croire qu'il s'agissait en fait d'une image synthétique, mathématique, et donc j'ai introduit ce petit artefact pour signer en quelque sorte le côté artificiel et mathématique de cet objet. Alors, donc les images que vous voyez là sont donc quelques exemples de telles images obtenues. Donc ça a été bien dit dans le film, et Benoît Mandelbrot l'a rappelé tout à l'heure. Malheureusement, il y a eu en France le courant, l'école Bourbaki, qui a banni complètement la représentation dans les mathématiques en particulier. Quand on regarde les traités de mathématiques Bourbaki, ils sont vraiment... Ah, mon Dieu, que se passe-t-il? Petit problème certainement dû à... Je vais essayer de revenir à mes yeux, peu importe. Je voulais dire juste que Bourbaki avait banni complètement les représentations des mathématiques, et en fait, grâce très certainement à l'impact de la géométrie fractale, mais aussi grâce au calcul scientifique et à la visualisation, eh bien aujourd'hui, si vous voulez, l'image a de nouveau droit de cité en mathématiques et en physique, bien évidemment. Alors, juste un petit mot pour vous dire qu'aujourd'hui, grâce à ce mariage entre les mathématiques, la physique, l'informatique, la visualisation, eh bien, on peut finalement mettre en œuvre une approche nouvelle de la connaissance scientifique. Jusqu'à présent, jusqu'à un passé relativement récent, les physiciens n'avaient à leur disposition que l'observation et l'expérience naturelle, si vous voulez. Eh bien, aujourd'hui, grâce à l'ordinateur, au calcul, à la visualisation, eh bien, nous avons la possibilité d'expérimenter virtuellement dans nos ordinateurs, de mettre dans les ordinateurs des modèles mathématiques de systèmes de la physique, de faire des calculs, des résolutions d'équations, et puis ensuite de voir sur un écran les résultats de ces calculs et de pouvoir interagir avec eux et donc d'expérimenter virtuellement. Une chose importante que je voudrais signaler, je ne voudrais pas être trop long, c'est donc l'importance de l'outil informatique, et donc il ne faut pas négliger donc évidemment son apport, son côté extrêmement positif en ce qui concerne la recherche, mais aussi l'ordinateur, comme tout outil, a ses limites, et donc il peut lui-même introduire un certain nombre de difficultés, mais enfin, je ne rentrerai pas dans ces considérations. Enfin, une dernière chose, et je voudrais juste dire que pour moi, aujourd'hui, peut-être l'objet ultime, l'objet fractal ultime, c'est la science elle-même, puisque Benoît Mandelbrot rappelait, et le film le rappelait encore une fois aussi, qu'un objet fractal, c'est finalement un objet qui présente des détails à toutes les échelles. On peut généraliser certainement la notion d'autosimilarité, donc découvrir des nouvelles structures à toutes les échelles. Eh bien, la science, c'est certainement un objet fractal, puisque finalement, les théories ne sont jamais complètes. Je voudrais juste terminer en citant un exemple. À la fin du XIXe siècle, Lord Kelvin imaginait que la science était terminée, qu'il suffisait de rajouter quelques décimales aux constantes universelles, et que peut-être un petit détail restait à résoudre, c'est le problème du corps noir. Eh bien, un peu comme en géométrie fractale, un zoom sur le corps noir, le problème du corps noir a révélé finalement la mécanique quantique, etc., etc. Donc, aujourd'hui, l'objet fractal ultime, c'est très certainement notre science. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-François Colomier. Vincent Fleury. Bonjour à tous et merci d'être venus et merci à Benoît d'être là et merci pour ton œuvre, Benoît. Voilà. Alors moi je voudrais dire juste deux petites choses. L'œuvre de Benoît Mandelbrot, elle peut se lire en fait de deux manières. Évidemment, tu as ouvert un champ de recherche absolument énorme. Et moi je pourrais vous montrer quelques images, mais elles sont infinitésimales par rapport à tout ce que vous avez vu. Le domaine des objets irréguliers, en gros. Si vous voulez, là vous voyez des cristaux, bon ça évoque
la science ancienne, la science des cristaux, l'égal œil de minéralogie. Et grâce à Benoît Mandelbrot, on a pu commencer à étudier des objets comme ceux-là, qui sont également des cristaux. C'est un sujet qui aurait pu figurer dans le film, mais qui n'y figure pas. Donc ce sont des cristaux très compliqués, arborisés. Alors ce type de cristal, c'est le genre de choses, par exemple, qui rend difficile la fabrication d'une voiture électrique. Alors, quel est le rapport entre les fractales et la voiture électrique? C'est que dans les batteries, les fameuses batteries grâce auxquelles la voiture électrique vous permet de faire 50, 100 ou 250 km, quand vous rechargez votre batterie, en fonction de la vitesse de rechargement, vous avez soit des gros cristaux qui poussent, soit des cristaux pulvérulents comme ça. Alors quand les cristaux sont pulvérulents, votre batterie est foutue. Alors évidemment, on veut avoir des batteries pour aller le plus loin possible, et puis qu'on recharge le plus vite possible. Alors si vous rechargez très vite votre batterie, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc il y a des laboratoires, y compris en France, Bolloré, vous entendez parler de la voiture électrique, la Blue Car de Bolloré. C'est des laboratoires français qui ont beaucoup contribué à l'augmentation de l'autonomie de la voiture électrique. Bon, donc, quel est le message? Évidemment, ce ne sont pas les fractales qui intégralement vont résoudre le problème de la voiture électrique. Mais on sait qu'on n'est pas seul et on sait qu'on n'a plus le droit de s'arrêter quand on tombe sur un problème comme ça. Parce que quand on tombe sur un problème comme ça, on sait que c'est compliqué, c'est complexe, c'est rugueux, c'est branchu, c'est tout ce que vous voulez, mais il y a des outils pour ça, les fractales. Et maintenant, il y a des communautés de gens, des communautés d'intérêt scientifiques, d'esprit, pour étudier ce genre de problème. Donc, le premier rapport de Benoît Mandelbrot, c'est d'avoir ouvert des fenêtres dans l'esprit des gens qui ont permis d'attaquer tous ces domaines et de créer des communautés. Ça, c'est, si vous avez un problème compliqué comme ça, commencez par les fractales et vous rencontrerez les gens qui y travaillent, etc. Ça, c'est la première lecture de l'apport des fractales. Mais il y a une deuxième lecture de l'apport des fractales, c'est, rendez-vous compte qu'en 1970, c'est-à-dire 2000 ans après Euclide, en gros, on en était encore à la sphère et au cube. Et grâce à Benoît Mandelbrot, 2000 ans après, il est encore possible d'exploser complètement l'épure de la science géométrique, des mathématiques, et de tout reprendre à zéro pour attaquer beaucoup d'autres problèmes. Alors, quel est le message? Alors, le message, il s'adresse plutôt aux jeunes, ou aux même très très jeunes, ou à mes propres enfants qui sont ici. Le message, c'est qu'il existe une sorte de conformisme, une sorte de confort de la science, qui fait que on croit que certains domaines sont achevés, alors qu'en réalité, il y a énormément de choses sous les tapis, et il y a encore, ici ou là, pour les jeunes qui sont ici aujourd'hui, des domaines à revisiter, voire à exploser complètement. Il y a des révolutions énormes qui nous attendent. On ne sait pas où. Chacun d'entre nous est dans l'état où était Mandelbrot dans les années 40, c'est-à-dire à accepter comme gravé dans le marbre, la sphère, le cube, les dimensions, c'était des choses, mais tellement plus que gravées dans le marbre. Or, même les choses gravées dans le marbre peuvent, grâce à des esprits originaux, non conventionnels, être revisitées. Alors évidemment, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être Benoît Mandelbrot. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais disons qu'il vaut mieux souhaiter ce genre de choses que peut-être une science plus ordinaire. Et d'ailleurs, le film que vous avez vu, mais quelle impression de bonheur il dégage. La science de gens qui vont dans les forêts, des sciences de gens qui vont dans les vaisseaux sanguins, les sciences de gens qui sont dans les nuages. Donc, l'apport, le dernier peut-être, de la science des fractales, c'est tout simplement le plaisir de refaire de la science. On a une impression que la science est en train de s'assécher sur elle-même. Les scientifiques ne sont plus... ils n'apportent plus les solutions, mais en quelque sorte, ils apporteraient les problèmes. Bon, on voit dans le film qu'il y a encore une manière culturelle, sympathique, agréable et tout simplement belle de faire de la science. Voilà. Donc, Benoît, merci pour tout ça.
Merci pour ce bel hommage de Vincent Fleury à vos travaux, Monsieur Mandelbrot. Bien, ce qui était promis, on a quelques minutes. Si vous avez des questions à poser très directement à... Parfait, monsieur. Ben oui, vous avez levé la main le premier, donc on va venir vers vous et on va le faire vite parce que... Bonjour et merci. Donc moi, je me remémore un peu mes souvenirs d'étudiant quand j'étais... donc il y a une trentaine d'années, ça commence à dater un peu. Et en fait, tout mon monde de connaissances mathématiques de l'époque se déclinait dans des dimensions finies. C'est-à-dire on avait un espace à une dimension, à deux dimensions, trois dimensions. Toutes les équations de la physique qui étaient écrites dans des espaces de dimensions finies. C'est-à-dire on a une dérivation dans un espace de dimension entière. Aujourd'hui, en fait, avec les fractales apparaissent la notion de dimension non entière. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez remarquable. Et j'aimerais un peu comprendre quels sont, en dehors des processus itératifs qui permettent de reproduire des courbes naturelles irrégulières à partir d'algorithmes itératifs, est-ce qu'on a quelque chose de nouveau? Parce que sur la relation entre cette géométrie fractale, donc en dimension non entière, avec le reste des mathématiques qui s'expriment toujours en dimension entière. C'est un peu ça ma question. En fait, le cas de dimension entière est un cas particulier, beaucoup plus simple que les autres. C'est une interpolation qui ajoute beaucoup d'occasions de grande richesse. Il n'y a pas de réponse extrêmement simple à votre question. La question est simple, mais en dimension fractionnaire, on a une richesse de structures, de structures plurielles étonnantes. Ce qui fait d'ailleurs, qui pose des problèmes très fréquents. Souvent, des vieux problèmes ont été résolus en faisant certaines mesures. On dit que ceci et ceci donnent le même résultat, donc c'est le même problème. Si on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agissait de dimensions qui a dessous de dimensions fractionnaires et des objets différents. Et qu'il ne suffit pas de regarder la dimension, il faut regarder la structure elle-même. Donc, en un certain sens, la richesse qu'on obtient en ayant une dimension fractionnaire est tellement plus grande qu'elle oblige à une énorme prudence et qu'elle permet de découvrir des choses étonnantes. Une autre question? Oui, monsieur ici, et puis on vient vers vous là-haut. Bonjour. De par votre parcours, est-ce que vous auriez des idées à proposer sur un autre monde qui est en crise, c'est la recherche, par exemple en France?